ça du blanchiment, on appelle ça un Munich financier, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on assimile tout de suite au mal absolu ce pays. C'est comme si c'était l'origine de tous nos problèmes. Et pourtant, on sait qu'il peut nous aider. Et on peut faire un bouc émissaire assez facile. Là-dessus, il faut faire attention parce qu'on ne dit plus grand-chose politiquement correct, de manière politiquement correcte. On ne peut pas dire tout sur les Arabes, les Noirs ou les Juifs, mais par contre, dès qu'il s'agit des Chinois avec le prétexte politique, à ce moment-là, vous entendez un nombre de discours absolument invraisemblables. Exemple concret. Bon, les Chinois, c'est des camps de concentration, ils fusillent des gens dans les stades, ou je sais pas quoi encore. Enfin, toutes sortes de choses du genre, ils font travailler les enfants. Donc c'est totalement infondé, ce ne sont que des outrances. Je dis, c'est qu'il y a de outrance, il y a beaucoup de points faibles dans la société chinoise ou dans la gouvernance politique en Chine. Je veux dire, c'est effectivement, on a le droit de mettre le doigt sur les problèmes qui existent, on a le droit de dénoncer, on a le droit de défendre les droits de l'homme, tout ça, mais ça ne sert à rien d'utiliser le langage de outrance, et surtout, je remarque depuis le voyage de Nicolas Sarkozy en 2010, il y a moins d'outrance. Sur le plan des deux États, personne ne le sait, la classe politique n'explique pas qu'il y a ce qu'on appelle un partenariat stratégique. Ça veut dire que la Chine est notre partenaire stratégique depuis des années. Il paraît que... Concrètement, ça veut dire quoi? Et puis concrètement, personne ne le sait. D'abord, personne ne le sait. Et deuxièmement, dans l'opinion publique, dès qu'on parle éventuellement de l'arrivée des Chinois, c'est lever de bouclier, éventuellement en disant ils achètent, ils veulent nous bouffer. Le nombre de fois que vous voyez des couvertures, les Chinois vont-ils nous manger, vont nous bouffer, etc., à propos de l'économie, tout ce qui était relations éventuellement... Mais alors ça, c'est totalement infondé, le fait que les Chinois sont très offensifs. Je n'ai pas dit que c'est infondé. D'ailleurs, sur tous les continents, qu'il y ait une envie d'exportation. Nous avons des inquiétudes sur notre système économique, enfin nos performances économiques, ce qui est normal. Tout pays qui se trouvait dans notre situation peut être angoissé. Mais de là, si vous voulez, on fait une projection finalement sur la Chine, et là, ça atteint quelquefois des degrés de outrance. Mais parce qu'il y a une puissance économique colossale, un taux de croissance colossal, des exportations, une main-d'œuvre moins chère. Enfin, il y a quand même c'est aussi beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de s'en prendre à un épouvantail qui se trouve à 20 000 km de là que de discuter avec Mme Merkel. Voilà. Alors qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus fondamentaux et qui exigeraient qu'on expose aux Français qu'il y a des désaccords sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, que ce désaccord est beaucoup plus important éventuellement qu'un certain nombre de conflits avec la Chine. Je veux dire, ça, par exemple, c'est un peu facile, surtout en période électorale. Et pas seulement en France, aux États-Unis d'ailleurs. La Chine sert un peu de bouc émissaire. Voilà. Fabienne Clairaut, la Chine sert de bouc émissaire ? Oui, c'est vrai. Comme le disait Jean-Paul, c'était assez symptomatique ce qui s'est passé au moment du sommet européen pour la crise grecque. Moi, j'étais en Chine à ce moment-là. Et dans les journaux français, ce qu'on voyait, c'était que la France perdait sa souveraineté, qu'on se vendait aux Chinois, qui allaient tous nous bouffer. Donc ça, c'est la première réaction. Une semaine après, la Chine dit « Finalement, je vais peut-être pas investir. Votre histoire n'a pas l'air très claire. Il faut régler quelques détails. Du point de vue politique, on ne sait pas trop où l'Europe va. On ne va pas mettre d'argent pour le moment. » Et d'un seul coup, les médias se sont retournés en disant « Mais comment ça? Quelle bande d'égoïstes. Ils veulent même pas venir à notre secours. Après tout ce qu'on a fait pour eux. » Donc finalement, quoi que la Chine et quoi que les Chinois fassent, ils ont toujours tort. Et je pense que le gros problème, on a parlé des relations entre Chinois et Français qui sont bonnes, parce que quand les gens parlent, échangent, on voit qu'on dépasse l'idéologie. Et je pense que les médias ont un gros rôle à jouer. Et c'est certainement un des travers des médias français, mais pas uniquement français, d'aller toujours chercher ce qui ne va pas, le côté négatif, les coulisses. Voilà, moi j'ai travaillé suffisamment longtemps à la télévision pour savoir comment ça se passe aussi, et c'est peut-être encore un peu plus fort. Alors comment ça se passe? Il y a une envie ou une opération délibérée d'insister sur ce qui va pas? C'est ni la manipulation, mais effectivement il y a pas mal d'outrances dans les termes qui sont utilisés et qui nous empêchent de connaître la Chine réelle, sans vision idéologique datée, de voir les côtés négatifs, les côtés positifs, de façon à permettre à nos entrepreneurs, à nos étudiants, enfin au peuple français, de savoir à qui elle a affaire. Et c'est vrai que les Chinois sont offensifs, mais il faut connaître la Chine complète et réelle pour pouvoir réagir s'il faut réagir. Jean-Luc Domenach. Oui, je suis un petit peu plus sévère que Jean-Paul Chang sur la question de la critique de la Chine. Je pense qu'il y a encore vraiment des critiques, notamment et pas seulement sur son système interne. Je pense que c'est son déploiement international qui souvent appelle des inquiétudes. Mais
Mais je pense que dans ce domaine-là, dans le politique comme dans l'économique, il faut regarder d'abord comment font les Allemands. La première fois que Angela Merkel est allée, j'ai vu les documents internes allemands. Quand elle est allée en Chine pour la première fois, elle a fait une réunion avec les Chinois, elle leur a dit, écoutez, je vous le dis maintenant, je ne le redirai plus. Voilà. On va faire le maximum de commerce avec vous. J'espère qu'on va arriver au maximum d'amitié. Maintenant, il y a un certain nombre de choses que vous ne me demanderez pas. Je recevrai le Dalai Lama discrètement, mais quand je voudrais. Et vous ne me ferez jamais dire que je suis d'accord avec votre système politique. Et enfin, je vous dis, faites attention, parce que moi, je mets mon contre-espionnage sur les dents, et tenez-vous convenablement. Elle a dit ça une fois, et il travaille admirablement. Et les Chinois. Et alors en France, nous on a fait beaucoup. Ce discours n'a pas été tenu. On tend à faire la leçon au reste du monde, comme l'a dit Jean-Paul Chang. À mon avis, dans le cas chinois, il y a de quoi dire, mais je pense qu'il vaudrait mieux parler un peu moins fort et en faire un petit peu plus. Et surtout être dans la continuité. Enfin, ça, c'est aussi lié aux événements et à l'actualité. Quand il y a un problème lié à une dissidence, quand il y a un problème en relation avec la question des droits de l'homme, on ne peut pas se dire qu'il faut une continuité et on adopte le même discours et la même politique malgré on pourrait avoir une politique, ce type d'événement. Une politique qui soit la même, qui soit, comme vous le dites, pour l'Allemagne, c'est la même politique. Donc l'intérêt économique avant tout, par exemple, comme c'est le cas allemand. C'est ce que vous avez décrit quand même, Jean-Luc Domenach. Parce que vous êtes en train de dire qu'en gros, les Allemands ont dit on va faire discrètement de la diplomatie et on va faire de manière très ouverte du commerce. Ce qui compte, c'est le geste, beaucoup plus que la façon dont on le dit. Les Chinois sont très au courant, ils ont tout à fait compris quelles sont les positions allemandes. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais la France... Moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas un problème sino-français, mais il y a un problème français. Parce qu'aujourd'hui, l'économie française doit être réévaluée, comme la Chine a réévalué son économie, comme l'Allemagne. C'est un pays, pour l'instant, qui est forcé à se changer, qui n'accepte pas le changement. Par exemple, pourquoi on voit bien que la France a été basée sur l'industrie lourde. Vous allez me corriger, vous êtes des spécialistes. Et aujourd'hui, en fait, c'est le luxe français qui rayonne à l'étranger. Et grâce à qui? Grâce aux Chinois. Aujourd'hui, en Chine, on achète massivement... c'est grâce à lui. Il y a aussi beaucoup de contrefaçons. Il y a beaucoup. Oui, mais malgré tout, parfois non voulu. Le contrefaçon est une publicité gratuite. Et grâce à ces contrefaçons, elle entraîne énormément de pertes. C'est des chiffres en milliards pour certaines industries. Non, je ne pense pas, parce que Hermès, aujourd'hui, lorsque les Chinois s'intéressent à une marque, cette marque est sauvée. Donc, la France, mais malheureusement, la France, depuis ces 10 dernières années, en fait, on est en train de perdre tous ses savoir-faire, son artisanat. Or, c'est cet artisanat qui est aujourd'hui apprécié par les Asiatiques, parce que ça représente la culture française et ça représente un rêve. La France doit être un rêve, mais... Vous avez écouté le discours de Hollande, vous, non? Non, c'est pas non, peut-être. C'est un discours que j'ai toujours tenu, mais je pense que quelque part le peuple français n'accepte pas en fait ce côté poétique de la France, ce côté non-agression française et non pas basé sur l'industrie, sur la fierté de l'industrie française, mais sur le savoir-faire, sur la tradition, sur la France comme un pays où on a conserver merveilleusement le patrimoine. C'est aussi pour ça qu'il y a 1 million de touristes chinois en France chaque année. Et moi, je pense qu'on doit aussi savoir faire la transition économique et savoir quelles sont aujourd'hui les valeurs françaises qui tournent. Voilà, une affaire qui tourne, c'est bien le luxe français et le tourisme français. Alors, Jean-Luc Domenach et Jean-Paul Chang. Oui, moi je crois qu'il y a une leçon chinoise quand même, pas sur le plan politique, mais le succès économique chinois et notre faiblesse face à la Chine portent à mon avis 2 leçons. 1, je suis assez d'accord avec vous, réfléchir sur les domaines où on tient encore le coup, et réfléchir au pourquoi, et essayer de continuer à rester au niveau. Et là, je comprends assez votre propos. Mais deuxièmement, il y a un certain nombre de domaines où les Chinois, nous ont fait la leçon et où nous avons cessé d'être au niveau. Il y a des domaines où nous devrions innover beaucoup plus, et il y a des domaines où nous ne travaillons pas assez. Oui. Puis il y a des domaines que les Chinois s'approprient, des transferts de technologie. Si on s'était mieux défendu, peut-être qu'ils ne se seraient pas appropriés. Jean-Paul Chang. Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'introspection à faire. C'est-à-dire que c'est l'approche française. On a peut-être commis quelques erreurs stratégiques. Le fait même de tenir compte de l'existence de la Chine comme un facteur macroéconomique important nous aurait probablement fait réfléchir 2 fois
avant de détruire entièrement notre sidérurgie. Nous avons démonté nos dernières usines d'acier, de sidérurgie, vers 96-97, c'est-à-dire 3 ans avant que le prix de l'acier monte au ciel. Avec ça, on aurait pu rembourser une partie de nos dettes, sans problème. Donc, ce que je veux dire, c'est que, faute d'avoir eu une analyse qui englobe tout ce qui peut arriver, finalement, on a manqué un peu de stratégie. On avait des positions qui étaient peut-être... Chaque pays européen a une histoire particulière avec la Chine. Celle de la France avec la Chine est particulièrement riche. C'est des atouts. Et alors là, il y a un autre phénomène, c'est qu'ici, on raisonne avec le carcan de l'Europe. C'est-à-dire qu'au lieu d'exploiter à fond les relations franco-chinoises pour le bien de la France, on cherche toujours à déterminer une stratégie européenne vis-à-vis de la Chine. On n'a pas besoin de ça. On peut faire le... Surtout qu'il n'y a pas de politique Nous n'avons pas besoin de faire un détour. commune. Nous pouvons faire ça. Les Européens nous suivront. Ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Et quelquefois aussi, les a priori idéologiques, avec les outrances, empêchent même les hommes d'affaires, finalement, d'être suffisamment audacieux pour prendre des mesures absolument stratégiques nécessaires au bon moment. Voilà. Est-ce que pour sortir justement du caractère outrancier de certaines évaluations, Fabienne Clairaut, la diplomatie chinoise commence à agir, commence à être en accord peut-être avec ses ambitions économiques et d'expliquer sa démarche? Ils en sont au tout début. C'est ce qu'on appelle, on a parlé un petit peu de soft power tout à l'heure, c'est cette puissance douce qui contrebalance la puissance économique, commerciale, militaire. Et la prise de conscience date de la fin des années 2000, justement au moment des Jeux Olympiques. Mais pas seulement soft power, c'est juste l'explication par la diplomatie de la démarche chinoise. Parce que... Oui, alors il y a une partie des diplomates chinois et de l'élite politique chinoise qui sont favorables à ça, et puis une autre partie qui disent mais de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera critiqué, et notre seul salut, c'est de développer notre économie, et le jour où on sera la première puissance économique, ce jour-là, le monde entier viendra prendre des leçons chez nous. Il faut bien dire qu'ils font comme ils sont en train d'être menacés par quelque chose dans quoi nous avons beaucoup versé dans le passé. Ils commencent tout simplement à perdre la tête par moment. Ils commencent à se prendre pour beaucoup plus que comment, parce que vous avez le sens mais des on a été formules comme ça. On a été comme ça pendant un siècle et demi. C'est à eux, et je les vois. Je me dis, imbécile et demi, quoi. Voilà. Quand vous dites perdre la tête, c'est-à-dire être trop présomptueux, trop prétentieux. Ils commencent à se prendre vraiment pour. Voilà. Pour ce qu'ils sont, peut-être la deuxième puissance du monde, non? Non, justement, ils se prennent pour beaucoup plus que la deuxième puissance. Eh bien, ils sont en train de commencer à tomber dans les mêmes erreurs que nous avons abondamment commises. Et c'est à nous, maintenant, de leur dire gentiment que faire un petit peu attention. C'est d'autant plus possible et nécessaire que, par ailleurs, ils sont bien heureusement divisés là-dessus. Et il y a notamment, dans leur diplomatie, il y a un tas de gens très très bien. Et c'est toujours extraordinaire quand on peut mettre en parallèle une déclaration idiote d'un diplomate chinois quelque part, et un article qui vient de sortir d'un des conseillers directs du président Hu Jintao, Wang Qishe, le prof de Peita, qui dit « Oh, attention, on a commencé à avoir la tête qui gonfle, il faut se rendre compte un petit peu de la réalité, on a tel et tel problème. » Ça, c'est vraiment la chance de la Chine et la chance des relations du monde avec la Chine. La Chine se la pète, c'est ce qu'il a dit. C'est là. Se la pète. Excusez-moi, c'est une expression. J'ai pas dit ça. Non, mais disons, les Chinois ont eu une stratégie identifiable, qu'on peut qualifier d'assez constante. Ça fait 30 ans qu'ils ont décidé d'adhérer au modèle de développement à l'occidental, d'intégrer l'économie libérale globale. Et quand ils ont élaboré sa stratégie, c'était en connaissance de cause et avec une reconnaissance de la suprématie de l'hyperpuissance américaine, qu'ils ne veulent absolument pas remettre en cause. Ils ont été sous projecteur parce qu'ils ont réussi, alors que nous avons plus échoué que... Voilà. De manière inattendue, l'Europe est dans des difficultés beaucoup plus grandes qu'on imaginait, les États-Unis aussi avec la crise de 2007. Donc les Chinois se sont retrouvés brutalement sous le projecteur parce que c'est les seuls à réussir. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ça. Ils ont pris conscience au bout de 3 ans. Tout le monde les montre du doigt, etc. C'est à cause d'eux qu'on a délocalisé, c'est à cause de la monnaie, etc., etc. Donc, ils se posent des questions, se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, ils sont devenus deuxième puissance du monde. Est-ce qu'ils changent de stratégie ou pas de stratégie? Eh bien, il y a une discussion, effectivement, en Chine en ce moment. En interne, ils changent de stratégie. Bien sûr, mais fondamentalement, ils ne vont pas changer de stratégie parce que
le côté intangible, c'est que l'hyperpuissance américaine, ils la remettent pas en cause. Oui. Et ils n'ont ni les moyens stratégiques, pour des raisons stratégiques. Ils n'ont aussi. ni les moyens, oui. Et c'est ni dans leur intérêt de remettre en cause. Donc ils n'ont pas changé la stratégie d'intégration dans le reste du monde. Hein. Donc voilà. De tout cœur, parce qu'ils sont face maintenant aux vrais problèmes, aux vrais défis de leur avenir, que je résumerai de la façon suivante. La grandeur de l'Occident est qu'il a été capable, de l'Europe a été capable de poursuivre à la fois la puissance et le bonheur. C'est en train de poser un problème maintenant. On n'a même plus la puissance et on a le bonheur un peu moins. Les Chinois ont déjà la puissance et ils veulent avoir maintenant le bonheur. Eh bien, il faut leur souhaiter de poursuivre cet objectif plus sérieusement et plus continuellement que nous n'avons été capables de le poursuivre. Voilà. Le bonheur par la relance de la consommation, par l'enrichissement des classes sociales, les plus modestes. Oui, en fait, c'est un changement de modèle qui est inévitable. On commence à parler de modèle chinois, même en Chine. En fait, c'est un concept qui a été créé à l'étranger. Et en Chine, on se refusait à parler de modèle chinois. Éventuellement, on parlait du cas chinois, de la voie chinoise. Et maintenant, il y a certains chercheurs qui disent, oui, effectivement, il y a un modèle qui est peut-être pas exportable parce que ça a réussi dans un pays. De façon, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est lié au caractère spécifiquement chinois, plus l'intégration des modèles qui avaient bien marché chez les dragons asiatiques, le capitalisme... Dragon déjà. Le capitalisme américain. Donc on a pris un petit peu partout, on s'est inspiré de ce qui avait marché à l'étranger. Et puis on en a fait un modèle qui a eu du succès pendant 30 ans. Et là, effectivement, on est à un tournant. On voit que l'année dernière, la croissance a été beaucoup plus faible. Au dernier trimestre, c'est moins de 9%. Dernier trimestre 2011. 8,9. Et là, on s'attend à ce que ça soit encore moins et que l'année 2013 soit aussi une année de grands défis. Donc la Chine est obligée de changer de modèle. Parce que ce modèle tiré par les investissements étrangers, par les exportations, ça arrive en fin de course. On est à la fin des 30 glorieuses. Et puis, il y a un marché intérieur qui commence à se développer, une montée en puissance de la classe moyenne qui, elle, peut acheter des produits qui soient soit des produits importés, hein, ça peut être du luxe, ou des fabrications chinoises. Alors, la roue de la fortune continue à tourner en Chine. Je pense que c'est un problème global, en fait, parce que l'argent tourne sur notre planète. Et on voit avec l'émergence des pays comme la Russie, comme le Brésil, comme la Chine et l'Inde, et on voit comment se comporter les nouveaux milliardaires. Ils achètent tout. Je connais des Brésiliens qui arrivent à Avenue Montaigne et qui dévalisent les boutiques, les Russes qui vont tirer des balles à Saint-Tropez sur des grandes magnums de champagne. Bon, ça c'est aujourd'hui, en fait, le monde entier doit réfléchir à ce problème, c'est que comment se comporter dans la richesse comme dans la pauvreté. C'est pas parce qu'aujourd'hui l'Europe s'appauvrit qu'elle doit se comporter comme le clochard. Et l'Europe a encore énormément d'héritage, énormément de patrimoine, beaucoup de choses et à attirer l'admiration des autres, pareil que la Chine. Donc en fait, c'est plutôt un problème éthique et philosophique qu'on doit réfléchir pour empêcher en fait cette polarisation et aussi de cette polarisation morale. En fait, la société globale est en train de devenir immorale. Jean-Luc Domenach, est-ce que la Chine va devenir un partenariat stratégique, un partenaire stratégique de la France? Est-ce que finalement, dans le cadre de cette crise économique que l'on vit, elle peut aider de manière concrète la France à sortir de cette crise? Ma position, c'est un peu moins de mots et un peu plus de réalité. Ouais. Si on peut déjà être des partenaires pleins et entiers, ça sera beaucoup. Pas seulement des partenaires politiques, mais des partenaires économiques. Et pas seulement des partenaires économiques, mais des partenaires culturels. Il y a 20 fois plus de Chinois qui savent parler le français que le français qui savent parler le chinois. Ouais. À quand le chinois dans les écoles primaires, l'anglais dans le... Alors, le chinois est aujourd'hui la 5e langue, étudiée dans les écoles françaises. Il y a à peu près 30 000 élèves qui étudient le chinois, donc c'est en progrès, en progression continue. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, un engouement des plus jeunes pour la Chine aujourd'hui. Jean-Paul Chang. Beaucoup d'étudiants de grande école font le stage en Chine ou passent un an ou deux là-bas. Je pense que le marché chinois est une réalité. Oui. Faut pas négliger ça. Je préfère aller aujourd'hui en Chine plutôt qu'aux États-Unis et en Angleterre. Je pense que plutôt que de se réfugier dans un discours protectionniste, etc., il faut être offensif. Il faut voir qu'il y a un marché chinois. Il faut aller le conquérir. Politiquement, ça veut dire effectivement exiger des réciprocités, se battre sur les problèmes de droit de propriété, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on doit se mobiliser pour avoir le marché des pays émergents.
C'est là il y a le pouvoir d'achat, etc. Et c'est ça qui fera notre richesse de demain. Donc il n'y a pas de raison finalement. Je suis un peu navré par tout ce discours un peu protectionniste en disant c'est pas grave, il suffit de protéger. Mais attention, si on se protège trop, on va peut-être passer à côté une fois de plus d'un marché stratégique pour nous. Il faut y être. Et beaucoup de groupes français y sont et se battent très très bien avec nos expats. Oui. Hein. Et braquer le projecteur tout de suite sur les jeunes Français qui, entre Calcutta et Auckland ou je sais pas quoi, à Shanghai, à Canton, sont là et réussissent et cassent la baraque. Absolument. Ils sont formidables. Ils ont 22 ans, ils ont 25 ans et ils font un boulot extraordinaire. Fabienne Claireau ? Oui, c'est vrai que pour les jeunes Français qui partent en Chine, il y a une sorte de rêve chinois où tout est possible, hein, qu'ils soient fleuristes, qu'ils travaillent dans des restaurants ou qu'ils aient fait des études et qu'ils fassent leur premier stage d'ingénieur là-bas. Il y a une possibilité et une confiance que nous, on a peut-être perdue en France et en Europe. Donc je pense qu'il faut retrouver la confiance et oser. Et voilà. Mais il faut dire que c'est oser, parce que la vie en Chine est compliquée. Hein. On n'est pas habitué au nombre d'autorisations et de papiers à faire et le grand embouteillage et toutes les impossibilités aussi culturelles. Et je trouve qu'ils se débrouillent très très bien, les Français en Chine. Jean-Paul Chang ? On est un grand pays industriel, il ne faut pas oublier. On est un grand pays agricole aussi. Je veux dire, la Chine a besoin de nos produits. Il faut simplement qu'on arrive à sortir d'une vision idéologique et lointaine de la Chine et raisonner en termes réalistes de nos intérêts à nous. Et de dire que finalement, ça peut être un partenariat gagnant. C'est pas parce qu'on a commis des erreurs il y a 20 ans, il y a 10 ans, qu'on a raté des coches et que De Gaulle nous a donné des atouts qu'on a, mais alors pas utilisés du tout, hein, en reconnaissant la Chine en 1964. Et ben, pour une fois, je souhaite que pendant la nuit du dragon, la France gagne beaucoup de parts de marché en Chine. On va terminer sur cette note optimiste et vous laisser peut-être souhaiter une bonne année à tous nos téléspectateurs en chinois. Je vous en prie, Shensa, puisque moi, j'y arriverai pas. On va le céder en chinois. En chinois, allez-y, oui. 新年好，龙年大吉，龙腾虎跃。 Jean-Paul Chang. Xinjiang. Merci infiniment. Merci Shensa, merci Jean-Luc Doménac, merci Jean-Paul Chang et merci Fabienne Claireau. On se retrouve pour un autre Toutes les France dès la semaine prochaine. À très bientôt.